bonsoir tout le monde. Je fais juste un petit récapitulatif de ce qu'on a vu hier. Hier, on a vu la Mishnah 3 avec Antignosh Ish-Socho, qui est le premier à avoir été Mekabel la Torah. Il n'est plus dans la Mesora, il est Mekabel, il reçoit la Torah et on lui transmet plus. C'est-à-dire que ce n'est plus la même manière d'avoir la Torah. Une Messira, c'est-à-dire recevoir intégralement et arriver à transmettre parfaitement le message. On a vu que Kabbalah, c'était différent. Et on a développé dans cette Mishnah l'origine en réalité des Karaïtes, du christianisme. On a développé un peu toutes ces idées. Il faut se mettre en silencieux, je pense. Il y a quelqu'un qui est connecté à l'audio. Oui, voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, c'est bon. Donc, maintenant, on va attaquer la Mishnah numéro 4 du chapitre 1. Donc, c'est Yossé ben Yoézer et Yossé ben Yochanan, Ish Yerushalayim, deux Yossé, Kibenu Mehem, qui ont reçu deux. Donc, encore, on est dans la Kabbalah, c'est-à-dire la réception, et ce n'est plus de la Messira, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les notions de Navi ou quoi que ce soit. Nous avons ici, on est avant la destruction du second temple, bien sûr. Yossé ben Yoézer et Shereda Omer, il dit Yehi betecha bet varad la chachamim. Que ta maison soit un lieu de réunion pour les chachamim. Franchement, on se serait attendu à autre chose, c'est-à-dire pourquoi commencer par ça? C'est peut-être intéressant d'avoir des rabbins à la maison, mais pourquoi commencer par ça? Parce qu'on est quand même à la Mishnah 4. C'est le quatrième conseil qu'on nous donne. Il te faut te lier au sable de leurs pieds. C'est bizarre, je veux dire, il n'y a pas trop d'intérêt là-dedans. Alors pourquoi juste à la poussière de leurs pieds? Et bois avec soif leurs paroles. Donc on va développer ici à 3 points. Betecha betvad lachachamim, c'est le premier. Mitabek ba'afaraglem, c'est le deuxième. Shoté batsama ediverem, c'est le troisième. Donc la première des choses, c'est avoir des rabbanim autour de nous. C'est un peu comme l'idée d'aller au Beth Midrash, même si on n'a pas l'intention d'apprendre ou d'étudier quoi que ce soit, parce qu'en réalité, on apprend en immersion. On ne se rend pas compte de la puissance de l'immersion. À quel point ce qui nous entoure nous touche. Les images que l'on voit, les sons que l'on écoute, toutes ces choses-là, tout ce qui nous entoure nous touche de manière consciente et inconsciente. Bien évidemment, le plus compliqué, c'est que nous sommes touchés aussi de manière inconsciente. Et c'est pour ça que vivre dans un environnement de joie, par exemple, rend joyeux. Vivre dans un environnement un peu... voilà. Donc, je vous donne un exemple. Lorsqu'on va en Eretz, quand on vient de Chutz La'aretz, quand on vient de dehors d'Israël, on a un sentiment incroyable de pouvoir baigner dans une ambiance avec nos frères autour, etc. Il y a une ambiance assez particulière. Chose que l'on ne ressent plus une fois qu'on vit là-bas, parce qu'on va être touché par ce qu'on appelle l'habitude. Ça ne veut pas dire qu'on ne la subit pas, ou plutôt qu'on n'en profite pas, bien évidemment. Mais on la ressent moins, c'est moins évident que lorsque on passe, bien évidemment, que lorsque l'on passe du chaud au froid. Alors, apprentissage par immersion, ça sous-entend que tu ressembleras aux personnes que tu fréquentes. Et donc, si déjà l'environnement est une source, j'entends pas, quelqu'un peut parler ou... Alors, il y a des micros à éteindre. Parfait, j'ai vu ça, parfait. Donc, si l'homme apprend par mimétisme, donc lorsqu'on est petit, on apprend en regardant nos parents. Toute la difficulté du chinour, de l'éducation, vient du fait que nos enfants s'évertuent à faire ce que l'on fait et ne veulent absolument pas faire ce que l'on dit. Alors que ça serait très simple de faire ce que l'on dit pour qu'ils puissent eux aussi le faire, parce qu'ils nous observent et ils ne font que refaire. Donc la plupart du temps, on va demander des choses que nous-mêmes ne sommes pas capables de faire. C'est toute la difficulté de l'éducation. C'est très très simple, ça veut dire ça ne sert absolument à rien de dire à un enfant de ne pas s'énerver. Par contre, si mon enfant me voit en train d'essayer de m'énerver et de me contenir, ou au moins d'essayer de me contenir, ben là il va apprendre quelque chose.
Donc, Rav Shimshon Raphaël Hirsch insiste là-dedans et dit que toute la difficulté de l'éducation, c'est qu'on ne supporte pas de voir chez nos enfants nos défauts. Ben oui, mais parce que nos défauts, ils ont bien appris quelque part. Ils n'ont pas appris de nulle part. Et c'est pour ça que dans la Haggadah de Pessah, par exemple, on va dire, s'il y a un rachat, Afata Akeachinav, toi, fais-lui grincer les dents. La seule fois dans la Torah où on parle de grincer les dents, c'est lorsqu'on parle d'un pasouk dans lequel le prophète il nous dit les parents ont mangé du raisin vert et les enfants ont eu les dents acides qui grincent. Donc en fait, on fait référence aux parents. Donc quand on dit dans la Haggadah Akeachinav, c'est comme si on insultait le père. Pourquoi? Parce qu'on lui dit si tu as un fils qui parle comme un rachat, vu que c'est toi qui lui as appris à parler, il faut qu'on se pose des questions et que toi, tu te poses les premières questions. Ça, c'est évident. Donc, si l'immersion, elle est tellement importante, il est évident que fréquenter des gens intelligents, ça va nous pousser à devenir intelligents. Fréquenter des imbéciles, ça va finir par nous... Alors, c'est le gros problème aujourd'hui avec la télé, les publicités. Tout ce qu'il y a autour de nous nous influence. Ensuite, on a ici, je vous ramène Rav Elchanan Wasserman et le Chafetz Chaim. Je ne pense pas qu'on aura le temps de bien développer, mais il s'agit ici de parfaite symbiose de maître à élève. Il n'y a aucune soumission en fait. Quand je lis Chafetz Chaim ou quand je lis Rav Elchanan Wasserman, je lis clairement deux personnes différentes. Pourtant, Rav Elchanan Wasserman, il est devenu qu'il est devenu en suivant son maître, le Chafetz Chaim. Et ça, suivre la poussière des pieds d'un rave, ça ne veut pas dire physiquement aller récupérer la poussière qui est sous la semelle en gomme des Timberland de son rave. Non. C'est Hyper Timberland. Cette vidéo est sponsorisée par la marque. Donc, pas du tout. Il s'agit en fait de suivre la poussière des pieds. Ça veut dire que si ton rave va quelque part, suis ses traces. Suis ses traces. Même si toi, tu es peut-être plus intelligent, allez, admettons. Mais des fois, il faut avoir aussi l'intelligence de suivre parce que s'il est parti, peut-être qu'il y a au bout du chemin quelque chose à voir. Le troisième point, c'est Ve'ele shoté batsama et divrayem, c'est arriver à avoir une soif en fait de Torah, parce que cette soif de Torah, le Rav Simcha Wasserman, qui est le fils de Rav Elchanan Wasserman, explique pourquoi est-ce on commence la Gemara, on enseigne la Gemara par Elu Mitziot. Elu Mitziot, c'est une Gemara qui commence par un problème dans lequel on donne la solution 3 pages après. Et il dit justement, parce que quand vient un enfant, on lui dit on va t'apprendre la Gemara, et surtout le sujet Elu Mitziot, c'est si je trouve quelque chose, est-ce que je dois le donner à quelqu'un? C'est pas évident que ça le botte. Et la plupart des gens vont dire en quoi c'est intéressant. Excuse-moi, je m'en fiche complètement. Alors, on va commencer à poser des questions. Et lorsque l'individu en face, l'enfant ici, va se rendre compte qu'il ne sait pas, automatiquement, l'envie de la réponse, elle va se créer. Et au bout de 3 pages, lorsqu'on donne la réponse, là, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en réalité, la tsama, c'est-à-dire la soif d'avoir la réponse, c'est elle qui est importante. Parce que quelque chose que je ne cherche pas, même si je l'ai devant les yeux, je ne m'en rends pas compte. C'est la plupart des gros problèmes de couple, c'est que la plupart des gens ne se rendent pas compte de qui ils ont à côté et se rendent compte qu'une fois qu'ils ne sont pas là. Donc malheureusement, faut créer ce besoin, on va dire, d'avoir la Torah. Et c'est pour ça que la manière aussi de faire un cours, si dès le début je dis « Bonjour, voici la question, bonjour, voici la réponse », salut, que personne ne va s'en rappeler. C'est-à-dire, si je dis bonjour, la question, voici la réponse, non. Si je vous raconte une histoire et je vous construis les questions-réponses et que je vous mets dans l'embarras parce que vous ne connaissez pas la réponse, automatiquement, j'ai créé la place pour que cette réponse, elle vienne se caser dans votre tête et elle ne va plus jamais sortir. Alors, vous reconnaîtrez ici une phrase qu'on répète souvent dans les yeshivot, 24 c'est 24 secondes ou 24 heures, mais avec soif, c'est-à-dire que l'intensité compte. Rav Dov Yafé, Zichrono Livracha, il avait l'habitude de nous dire qui c'est qui veut poser une question? Ido, oui, Tzadik. Attends. Je me suis trompé de bouton, Rav, désolé. Il n'y a pas de problème. Donc, si Rav Dov Yafé, quand il nous voyait étudier dans ces heures de l'après-midi, qui duraient des fois plus de 6 heures, quand on était entouré d'Israéliens qui, bien évidemment, ont un décalage horaire au niveau du coucher. D'accord, ce qui correspond à 10 heures chez nous se situe vers 3 heures du matin pour eux. Et donc, lorsqu'ils se lèvent le matin, ils sont un peu fatigués. C'est normal. Mais au milieu de l'après-midi, des fois, ils piquaient du nez. Et là, Rav Dov Yafé, il nous disait
tu sais mon garçon, va dormir 3 heures et viens étudier 3 heures, mais ne fais pas semblant 6 heures. Donc l'intensité est importante. Maintenant, la continuité est importante aussi. 12 et 12 ne font pas 24. Ça fait référence à la fameuse histoire de Rabbi Akiva, qui est parti étudier pendant 12 ans. Et lorsqu'il est revenu, il a vu que sa femme était en train de discuter avec un voisin. Et ce voisin était vraiment très, très vicieux. Et il lui dit, ton mari, il a bien fait de t'abandonner, et ton père a bien fait de te déshériter. Il y a toute l'histoire avec Rachel, la femme de Rabbi Akiva. Il lui dit, tu vois bien que ton mari, c'est un bon à rien, il est parti 12 ans étudier. Et là, elle répond, elle dit, s'il peut repartir encore 12 ans, ça ne me dérange pas. Alors, tout le monde se demande pourquoi est-ce qu'il n'est pas... Et il repartit étudier encore 12 ans. Tout le monde se demande pourquoi est-ce que Rabbi Akiva n'est pas rentré pour au moins dire bonjour à sa femme. Pourquoi est-ce que Rabbi Akiva est parti étudier 12 ans de plus? Il entend sa femme qui dit il peut aller encore étudier 12 ans. Pourquoi est-ce qu'il ne rentre pas pour dire bonjour à sa femme? Et là, on explique que 12 et 12 ne font pas 24, c'est-à-dire que ça aurait fait 12 ans plus 12 ans d'études. Mais une immersion, d'accord? On a besoin quelquefois d'une immersion. Gabriel, toi, tu as fait des études d'informatique, si je me rappelle bien, il y a cette fameuse notion qui... Il faut changer la forme. Non, on va faire les communs normales, ça va faire moins cher, d'accord? D'accord. Je vous rajouterai pas sur le devis. Mais... Pendant un moment, on a besoin, en tant qu'informaticien, de s'immerger, c'est-à-dire de travailler, de réfléchir sans arrêt code pour que ça puisse rentrer. Effectivement. Mishnah 5, elle va être très, très intéressante aussi. Mais c'est la suite. Dans cette Mishnah, il y a quelque chose de pas compréhensible du tout. C'est une Mishnah qui dérange à tel point que lorsque j'ai demandé de faire une Mishnah au primaire, des professeurs m'ont demandé à l'école, s'il te plaît, je ne fais pas le chapitre 1. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit à cause de cette Mishnah, j'ai toutes les petites filles qui ne sont pas contentes. Eh bien, on va la lire. Donc, Yosef ben Yochanan, Ishi Yerushalayim, il dit, c'est le deuxième Yosef, Yebetecha batoar irvacha, que ta maison soit ouverte en grand. Ça, c'est l'explication simple. L'irvacha, ici, le Rav Shimshon Refaïr, dans son commentaire sur Avot, fait remarquer que ça peut être aussi ouvrir sa maison à ceux qui en ont besoin. Alors, malheureusement, nous, on a l'habitude de s'inviter, c'est bien, hein, mais est-ce qu'on invite ceux qui n'ont pas de choses? Il y a un Rav un jour qui m'a dit on a complètement zappé la mitzvah de Achnasat Orchim, parce qu'en réalité, la mitzvah de Achnasat Orchim, c'est inviter des personnes qui sont seules ou qui n'ont pas de quoi manger. Nous, on invite pour pouvoir discuter un peu plus et blablater un peu plus. C'est bien, mais ce n'était pas le but de la mitzvah de Achnasat Orchim. Le but, c'est de pouvoir donner de l'affection, de l'entourage et une oreille attentive à une personne qui en aurait besoin. C'est ça le but de la mitzvah. En numéro 1. Après, parler avec ses amis et leur faire du bien aussi, la briout. Mais le but numéro 1, c'est ceux qui en ont le plus besoin. Et que les pauvres se sentent à l'aise chez toi. C'est-à-dire que si tu invites quelqu'un pour lui faire comprendre à quel point c'est un raté et à quel point il a besoin que tu lui files un bout de saumon, il vaut mieux pas l'inviter. Il faut qu'il se sente à la maison, ça c'est un peu logique. Et là, attention, le drame. Que tout le monde traduit, surtout ne parle pas trop avec ta femme, avec la femme. Surtout ne parle pas trop avec la femme. Alors là, toutes les petites filles, a raison. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas trop parler avec nous? En plus, on parle de sa femme. Donc, ne parle pas trop avec ta femme. À plus forte raison que la femme de son ami. De là, Isis Chachamim. Tout le temps que l'homme multiplie les paroles avec la femme, ça c'est la traduction que tout le monde a, hein, vous allez voir que c'est faux. Gorem Ra le Atzmo, il se cause du mal, Botel Midivre Torah, il n'étudie pas, sauf au Yoresh Geinam, il finit au Geinam. Première des choses, quand on dit ouvre ta maison, le Maharal de Prague explique que chaque fois que Chachamim parle de maison, il parle non seulement du lieu dans lequel plusieurs personnes peuvent habiter, parce qu'il y a un espace de cloisonnement et d'échange. Une maison permet à plusieurs personnes d'habiter ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a des portes et il y a des chambres différentes et elles communiquent. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver comme on peut aller s'enfermer. Si maintenant les portes étaient toujours ouvertes, enlevez toutes les portes d'une maison et vous allez voir, ça va finir comme Bagdad, tout le monde va se tirer dessus, ça va être la Troisième Guerre mondiale. L'important d'une maison, c'est un peu comme un zoo, c'est que chacun il a un peu sa cage avec son environnement, mais il peut sortir et échanger. Donc il y a cet avantage sur le zoo quand même. Hein.
Quoique, des fois, quand on voit les états que les enfants peuvent laisser la chambre, on peut se poser la question. Mais bon, ouvrir sa maison, ça sous-entend ouvrir aussi son esprit. Ce qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, on nous demande d'avoir une ouverture d'esprit, mais on nous demande aussi d'avoir une clé et une porte. Ça veut dire qu'il y a des fois où il faut savoir fermer, il y a des fois où il faut savoir ouvrir. C'est-à-dire qu'une maison dans laquelle il n'y a pas de porte d'entrée, ce n'est pas une maison. Un esprit dans lequel il n'y a pas de porte d'entrée, ce n'est pas un esprit. Ça veut dire que si personne peut te faire rentrer une idée différente que les tiennes, tu es juste un fou. Mais si maintenant tout le monde peut faire rentrer ce qu'il veut, tu es juste un dépotoir aussi. Donc ouvre ton esprit et la plus grande porte possible, mais et une porte. La deuxième idée, c'est être proche même des pauvres. C'est-à-dire être proche même des personnes qui ne peuvent rien te donner. C'est très facile d'être ami avec des personnes qui ont des choses à te donner et avec qui tu peux te sentir valorisé. Mais être proche même des personnes qui ne peuvent ne rien t'amener, ça, c'est une qualité qui montre c'est une qualité humaine qui montre que tu as vraiment envie d'aider la personne en face. Troisième point, on arrive. Ça n'existe plus, ça, Rav. Euh, Malheureusement, on est tous par intérêt, Rav. Ça n'existe pas des gens qui ne sont pas par intérêt. Ça n'existe pas. Pourquoi pas? Tu vois quelqu'un, Ah, tu lui parles. Tu vois quelqu'un qui… attention, l'intérêt, ça peut être aussi de sentir une certaine satisfaction d'avoir fait le bien. Tu peux te sentir très très fier d'avoir aidé quelqu'un à évoluer. Pourquoi pas? Mais c'est un retour. C'est un bon retour. Rav, vous savez très bien, la première question qu'on pose à quelqu'un, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et en fonction, on s'intéresse à lui. C'est comme ça. L'être humain, il est comme ça. D'où l'intérêt d'avoir fait Mishnah Avot ce soir. Donc, Ido, à partir de maintenant, on va travailler sur ça. À partir de maintenant, on va se dire qu'est-ce que je peux moi lui amener avant de dire qu'est-ce que lui, il a à m'amener. C'est important. Maintenant, ce que je peux te dire aussi, Ido, c'est comme on a parlé il y a 2 jours de l'étude de la Torah, pendant lesquelles on va étudier peut-être pendant 1 heure ou 2 avec intérêt, mais dans lesquelles il va y avoir quelques minutes pendant laquelle, salut Eliab, pendant laquelle tu vas te dire, finalement, c'est bien d'étudier. Donc, quand tu vas aider quelqu'un, même s'il y a de l'intérêt, eh bien, rajoute un petit peu, rajoute une couche, pour que ce ne soit pas que par intérêt. Et c'est comme ça que tu vas commencer le Olam chez l'Olishma, chez l'Olishma, Balishma. Alors maintenant, très important, ne pas parler avec la femme. Alors, il y avait Rav Noé Gershal, qui est un grand conférencier, mais qui est très connu en Angleterre, aux États-Unis et en Israël, qui, j'ai assisté à une conférence à lui et on lui a posé bien évidemment cette question. Alors, il nous a dit un truc très intéressant. Il nous a dit, il y a une grande différence quand on s'adresse à une femme. Est-ce qu'on parle à la personne ou est-ce qu'on parle à la jante féminine qui est à côté de nous? Ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que si je parle avec un collègue de bureau, donc si ce collègue est un homme ou si ce collègue est une femme, si la discussion elle est différente entre les deux, la différence s'appelle le parler avec la femme. Le fait que je suis en train de parler avec une femme et que je suis en train peut-être de jouer dans un jeu de séduction, peu importe ce que je suis en train de faire, toute la partie qui n'est pas intellect, c'est la partie dans laquelle je suis en train de parler avec la femme. D'ailleurs, on dit, dans la Gemara, c'est interdit de suivre une femme de dos. Pourquoi? Parce que de dos, je ne vois que de profil, je vois une silhouette féminine. Mais la Gemara, pourquoi elle me dit de dos? C'est-à-dire que de face, je peux? Oui, parce que de face, tu as un visage et tu as quelqu'un à qui parler. C'est-à-dire qu'en fait, cette Mishnah, elle n'est pas du tout en train de manquer de respect à la femme. Bien au contraire. Elle est en train de dire que quand tu parles à une femme, tu parles à quelqu'un. Tu n'es pas en train de parler juste à une femme. Et là, il y a quelque chose de différent. Et là, le Rav Shimshon Refaïr, je fais remarquer un truc très intéressant. Il dit comment c'est possible que dans les Mishnayot précédentes, on nous demande de respecter tout le monde. On nous demande de respecter des gens qu'on ne connaît pas. On nous demande de respecter même les indigents. Et comme tu as dit, Ido, la plupart du temps, les indigents, les personnes qui ne peuvent rien nous amener, c'est difficile d'aller vers eux parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais la Mishnah te demande d'arriver à ce niveau. Tu arrives à ce niveau et on te dit Al-Tarbe Sicha et Maïcha. Et là, il fait une distinction très intéressante. Il n'y a pas écrit ne parle pas avec ta femme. Il n'y a pas écrit ne multiplie pas les paroles, mais Sicha. Sicha, c'est un mot très particulier. Chaque fois que le mot Sicha est utilisé dans la Gemara, c'est pour parler, pour ne rien dire. C'est-à-dire que la Sicha est une discussion pour meubler l'espace. Ça peut être une discussion d'amusement. Ça peut servir dans le couple. Il est intéressant d'avoir des discussions aussi un peu futiles et d'amusement, tout ce que tu veux. Cependant, voilà ce que dit le Rav Hirsch. Si chaque fois que tu as des trucs importants à dire, tu vas en parler avec des personnes que tu trouves importantes, et quand tu parles avec ta femme, tu parles de choses qui ne sont pas importantes, elle va vite s'en rendre compte. Et c'est un manque de respect incroyable. Parce qu'elle aimerait écouter autre chose que de la sikha.
de la sikha, c'est parler pour meubler. Et les femmes ont cette finesse d'esprit de savoir si tu es en train de piailler ou si tu es en train de réellement parler, de leur dire des choses avec du contenant. Donc en fait, cette Mishnah, ce qu'elle nous demande, c'est de respecter tout le monde et même ceux qui n'ont rien à nous apporter, mais elle nous demande un niveau de respect même vis-à-vis des personnes qui sont à côté de nous. Alors, vis-à-vis de nos enfants, des fois, il faut savoir leur parler, mais avec les enfants, ça peut servir la sikha parce que ça crée un lien. Vis-à-vis de la femme, il y a cette importance-là de discuter réellement. La manière dont on va parler va donner une toute autre saveur au couple. Donc, bien évidemment, c'est assez long et on n'a pas assez le temps de tout développer. Et Bezrat Hashem, demain, on continuera là-dessus. Voilà, bonne soirée. Et ceux qui ont raté le début, je peux vous envoyer l'enregistrement. Ciao, ciao, à demain. Merci beaucoup. Merci.